La neige tombait doucement contre les hautes fenêtres de Wexcombe Hall, et à l'intérieur, sur le sol froid de sa propre chambre, une jeune femme gisait, trop faible pour lever la tête. Elle s'appelait Charlotte, et il y a seulement 3 mois, elle était une jeune mariée. Maintenant, elle ne se souvenait plus de la dernière fois que son mari avait prononcé son nom avec gentillesse, ou même de la dernière fois qu'il l'avait prononcé tout court. Elle tendit la main vers la sonnette pour appeler à l'aide. Ses doigts tremblaient, et à cet instant précis, la porte s'ouvrit. Le duc de Wexcombe entra dans la pièce. Il baissa les yeux sur sa femme par terre, comme un homme regarderait une tache sur sa botte. Il ne s'agenouilla pas. Il n'appela pas de médecin. Il se contenta de l'enjamber, ajusta ses manchettes, et sortit pour dîner avec la femme qu'il désirait vraiment. La porte se referma derrière lui. Puis, bien plus bas, dans l'obscurité glaciale de la cour, on entendit le bruit des roues d'un carrosse sur les pavés, et un coup à la porte que personne dans cette maison n'attendait. Le problème avec Charlotte, tout le monde à Wexcombe Hall en convenait, c'est qu'elle était faible. C'était le mot qu'ils utilisaient, faible. Le duc le disait. Sa mère l'avait dit avant de mourir. Et Lady Vesey, la belle veuve qui semblait maintenant flotter dans la grande maison comme si elle en était déjà la propriétaire, le disait plus souvent que quiconque, toujours avec un sourire doux et apitoyé qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. « Pauvre petite chose », murmurait Lady Vesey au domestique. « Certaines filles ne sont tout simplement pas faites pour les devoirs d'une grande maison. Ce n'est la faute de personne, bien sûr, mais on se demande bien à quoi pensait le vieux duc en la choisissant. » Et les domestiques, qui n'osaient pas contredire une femme qui avait l'oreille du duc, et bien plus que cela, disait-on, hochaient la tête, baissaient les yeux et rapportaient le murmure jusqu'aux cuisines. Mais Madame Fenwick ne murmurait pas. Madame Fenwick, qui gardait les clés de Wexcombe Hall depuis 30 ans, qui avait enterré 2 maîtres et en avait servi 3, regardait la jeune duchesse devenir de plus en plus pâle et maigre de semaine en semaine, et elle ne croyait pas un seul instant qu'il s'agissait de faiblesse. Elle avait déjà vu la faiblesse. La faiblesse ne survenait pas d'un coup, chez une jeune fille en bonne santé de 21 ans, qui montait à cheval, dansait et riait la saison précédente à peine. La faiblesse n'arrivait pas le mois même où une certaine veuve venait s'installer. Mais Madame Fenwick tenait sa langue, car une gouvernante qui parlait à tort et à travers était une gouvernante sans place. Et si elle perdait sa place, il n'y aurait plus personne dans toute cette froide maison pour apporter son bouillon à la jeune duchesse, ou pour s'asseoir près de son lit pendant les longs après-midi, ou pour lui tenir la main quand les frissons la prenaient. Alors elle observait, elle attendait, et elle priait Dieu que quelqu'un, n'importe qui, vienne. Charlotte n'avait pas toujours été si seule. Dans ses bons jours, elle se souvenait de la maison où elle avait grandi. Pas grandiose, pas titré. Son père avait été un gentleman à la fortune modeste et au cœur énorme. Un homme qui lisait de la poésie à voix haute après le souper et connaissait le nom de chaque locataire de son petit domaine. Elle se souvenait du jardin de sa mère. Elle se souvenait des rires. Et elle se souvenait du jour où son père était mort et de l'étrange et silencieuse visite qui avait suivi. Elle avait 19 ans, accablée de chagrin, seule au monde, car elle n'avait ni frère, ni sœur, ni aucun parent vivant à sa connaissance. Et dans ce deuil était arrivée une lettre, puis un carrosse, puis l'annonce qui lui coupa le souffle. Elle allait épouser un duc. Le jeune duc de Wexcombe, rien de moins, l'un des grands noms du comté. Cela avait été arrangé, lui dit-on, par le vieux duc lui-même, le père de Julian, avant sa propre mort. Une dette d'honneur, disait la lettre. Une promesse faite il y a longtemps entre 2 hommes, que la fille de l'un ne manquerait jamais de foyer ni de nom, et que le fils de l'autre veillerait à ce que cela soit fait. Charlotte n'avait pas compris à l'époque. Elle ne comprenait pas entièrement maintenant. Quelle dette un grand-duc pouvait-il avoir envers son père, si doux et si ordinaire? Quelle promesse pouvait lier 2 hommes de monde si différents? Mais elle avait été jeune, effrayée et terriblement seule, et la protection d'un duc lui avait semblé être une porte s'ouvrant dans une pièce sombre. Alors elle avait dit oui. Elle aurait souhaité maintenant avoir posé plus de questions, car Julian, le jeune duc de Wexcombe, ne voulait pas de femme. Il l'avait clairement fait savoir dès le début. Il s'était tenu devant l'autel avec un visage de pierre, et il avait prononcé ses vœux comme un homme lit une facture qu'il n'a aucune intention de payer. Et quand ce fut fait, quand l'anneau fut à son doigt, et que le carrosse les ramena à cette vaste maison aux échos, il s'était tourné vers elle, et lui avait dit les seules paroles honnêtes qu'il lui donnerait jamais. Comprenez bien ceci,
avait-il dit, sans méchanceté, ce qui rendait la chose encore pire. Je ne vous ai pas choisi. Mon père vous a choisi d'outre-tombe, pour satisfaire un sentiment que je n'ai jamais compris. Je ne serai pas cruel avec vous, mais n'attendez ni amour, ni chaleur, ni rien du tout, au-delà de l'abri de mon nom. C'est tout ce que j'ai à donner, et c'est plus que ce qui vous est dû. Elle avait été trop abasourdie pour pleurer. Cela vint plus tard. Il avait tenu à moitié parole, du moins les premières semaines. Il n'était pas cruel, il était simplement absent. Une figure froide et distante qui dînait à l'autre bout d'une table si longue qu'elle pouvait à peine voir son visage. Qui partait à cheval avant qu'elle ne se réveille et revenait après qu'elle se soit endormie? Qui la croisait dans les couloirs de leur propre maison comme un étranger dans la rue? Elle s'était dit qu'elle pouvait le supporter. La solitude n'était pas le pire des destins. Elle avait un toit et un nom. Et le temps, peut-être qu'avec le temps, quelque chose pourrait s'adoucir. Puis Lady Vacy arriva. Elle arriva en octobre, dans un carrosse encore plus beau que celui du duc, vêtue de soie de demi-deuil, qui lui allait bien trop bien pour être vraiment triste. Elle était veuve, expliqua-t-elle, d'une grande fortune et d'une plus grande sensibilité. Une vieille et chère amie de la famille Wexcombe. Elle était venue pour rester seulement un petit moment, pour aider, pour ramener un peu de vie dans une maison devenue si sinistre. Et à partir du moment où elle franchit le seuil, tout changea. Julian, qui n'avait jamais regardé Charlotte avec chaleur, regarda Lady Vacy avec quelque chose que Charlotte n'avait jamais vu en lui. Il riait de ses blagues, il s'attardait à ses côtés. Il venait dîner tôt pour elle et restait tard. Et le son de leur voix et de leur rire montait à travers les étages de la grande maison jusqu'à la chambre où sa femme était assise seule. Charlotte n'était pas idiote. Elle voyait ce que c'était. Et bien que cela ait brisé quelque chose en elle, elle se dit à nouveau qu'elle pouvait le supporter. De nombreuses épouses supportaient pire. Elle garderait sa dignité. Elle ne pleurerait pas, ne supplierait pas, ne ferait pas de scène. Mais ensuite la maladie arriva. Cela commença modestement, une lassitude qu'elle ne pouvait secouer, un tremblement dans ses mains. Puis les maux de tête, aveuglants et soudains. Puis les nuits où son estomac se transformait en feu et où elle gisait recroquevillée sur le sol froid, parce qu'elle ne pouvait pas atteindre le lit. Puis les jours où elle ne pouvait plus se lever du tout. Le duc envoya chercher un médecin une fois, au début. Un homme à la mode de Londres, un ami de Lady Vacy, comme par hasard. Il examina Charlotte pendant à peine 10 minutes, murmura quelque chose sur une constitution délicate et un épuisement nerveux, prescrivit du repos et un tonique, et partit. Le tonique ne fit rien. Son état empira. Et Lady Vacy. Oh, Lady Vacy était si très préoccupée. « Vous ne devez pas vous fatiguer, chère Charlotte, » disait-elle, arrangeant les oreillers de ses propres mains douces et blanches, ses bagues froides contre la peau de la malade. « Vous devez me laisser m'occuper des choses pendant que vous vous reposez. Le maisonnet, les comtes, le duc. Vous ne devez vous soucier de rien du tout. Reposez-vous simplement, prenez votre médicament et laissez-moi porter vos fardeaux pour vous. » Et elle souriait, de ce sourire doux et apitoyé, et posait le petit verre de tonique sur la table près du lit. Et elle regardait avec ses yeux, qui ne se réchauffaient jamais tout à fait, jusqu'à ce que Charlotte les but. La nuit où la neige arriva, Charlotte n'avait pas mangé depuis 2 jours. Elle avait sonné pour Madame Fenwick. Mais la pauvre femme avait été envoyée au village lointain pour une course inventée par Lady Vacy cet après-midi même, et ne reviendrait pas avant le matin. Les autres domestiques avaient appris à ne pas répondre trop vite à la sonnette de la duchesse. La veuve n'aimait pas ça, et le mécontentement de la veuve était une chose dangereuse. Alors Charlotte gisait seule, et la fièvre montait. Et quelque part dans les longues heures froides, elle trouva la force de ramper de son lit vers la porte, pensant seulement que si elle pouvait atteindre le couloir, quelqu'un pourrait la trouver, quelqu'un pourrait l'aider. Elle n'atteignit pas la porte. Elle gisait sur le sol, la joue contre les planches froides. Et elle entendit de quelque part en bas le son de la musique et des rires, et 2 verres qui trinquent. Et elle pensa, avec l'étrange calme lucide des grands malades, qu'elle allait peut-être mourir dans cette maison, sur ce sol. Et que pas une seule âme sous son toit ne la pleurerait vraiment. C'est alors que la porte s'ouvrit. Pendant un instant insensé, son cœur bondit. Car sûrement, s'il la voyait comme ça, même lui ressentirait quelque chose. Même un homme froid ne pouvait pas regarder sa femme mourir sur le sol et se détourner. Julian, duc de Wexcombe,
se tenait dans l'embrasure de la porte dans son bel habit de soirée sombre, un verre de vin encore à la main. Il baissa les yeux sur elle. Son visage ne changea pas. « Levez-vous, dit-il. Vous allez attraper froid en restant là. C'est embarrassant. » Elle essaya de parler. Elle ne pouvait pas. « Toute la maison en parle, vous savez, » continua-t-il. Et il y avait de l'irritation dans sa voix maintenant. L'irritation maussade d'un homme interrompu dans son plaisir. La grande duchesse tragique qui se consume. « Lady Vassey dit que vous faites ça pour attirer l'attention. Je commence à penser qu'elle a raison. » Il posa son verre sur la cheminée. Pendant un instant, un seul instant, Charlotte pensa qu'il pourrait venir à elle, s'agenouiller, que Dieu l'aide, simplement lui toucher la main. Il redressa ses manchettes, il ajusta le tombé de son habit, et puis il l'enjamba. Sa propre femme, la femme qui portait son nom, gisant épuisée et frissonnante sur le sol de la maison où il l'avait amenée. Et il sortit, et il ferma la porte derrière lui. Et il descendit dans la salle à manger, chaude et lumineuse, où une autre femme l'attendait, avec un sourire et un verre de vin. Charlotte gisait dans le noir, dans le froid. Elle ferma les yeux et laissa s'échapper le dernier petit espoir qu'elle avait gardé. Et c'est à ce moment précis, que le son monta de la cour en contrebas. Le crissement des roues d'un carrosse sur la neige fraîche, le piétinement et le reniflement de chevaux fatigués. Une voix, vive, claire et absolument sans peur, résonnant dans l'obscurité glaciale, exigeant d'entrer. Et puis, résonnant à travers la grande maison froide comme un coup de marteau, un coup à la porte. En bas, dans la salle à manger, les rires cessèrent. Lady Vassey posa son verre. Le duc fronça les sourcils en direction de la fenêtre. Les domestiques se regardèrent dans le silence soudain, car aucun visiteur n'avait été annoncé. Aucun invité n'était attendu, et il était très tard, et la neige était très épaisse. Qui viendrait à Wexcombe Hall par une telle nuit, à une telle heure? Le coup retentit de nouveau, plus fort maintenant, et plus lent. Le coup sans équivoque de quelqu'un qui n'a jamais de sa vie été obligé d'attendre sur un seuil, et n'a pas l'intention de commencer maintenant. Et en haut, seule sur le sol froid, Charlotte l'entendit aussi. Elle ne savait pas ce que cela signifiait. Elle n'aurait pas pu savoir que tout, absolument tout, était sur le point de changer. Mais elle sentit, pour la première fois depuis très longtemps, quelque chose s'agiter dans sa poitrine, qu'elle avait presque oublié comment ressentir. Elle sentit l'espoir. Les coups ne s'arrêtèrent pas. Dans la salle à manger, le duc de Wexcombe se leva lentement de sa chaise, le vin oublié. Et il y avait sur son visage une expression que Lady Vassey n'y avait jamais vue auparavant. L'incertitude. « Attendons-nous quelqu'un » demanda-t-elle d'un ton léger, bien que ses yeux soient devenus vifs. « Non » dit-il. Un domestique entra en hâte, pâle et agité, se tordant les mains. « Votre grâce, pardonnez-moi. Il y a un carrosse à la porte. Une dame, elle ne veut pas me donner son nom, votre grâce. Elle dit qu'elle ne le donnera qu'à vous. Elle dit... » Le jeune homme déglutit. « Elle dit que vous le regretterez, votre grâce, si vous la laissez debout dans la neige un instant de plus. » Lady Vassey rit, un son clair et cassant. « L'impudence. Renvoyez-la, Julian. Qui que ce soit, elle peut se présenter à une heure décente comme une chrétienne. » Mais le duc ne la renvoya pas. Quelque chose dans la peur du domestique, dans la pure confiance de ses coups, avait atteint la partie de lui qui avait été élevée à connaître son rang quand il l'entendait. Une femme qui parlait ainsi, qui menaçait un duc sur son propre seuil et s'attendait à être obéie. Une telle femme n'était pas renvoyée à la légère. « Ouvrez la porte, dit-il. »« Julian, » commença Lady Vassey. « Ouvrez-la, dit-il de nouveau. » Et il y avait du fer dans sa voix, et le domestique s'enfuit pour obéir. Ils entendirent la grande porte grincer en s'ouvrant. Ils entendirent le carrosse entrer dans la cour, la portière s'ouvrir en grand, le pas vif de pied sur la pierre, puis sur le marbre du hall, et puis les portes de la salle à manger s'ouvrirent en grand sans même un coup, et la femme entra. Elle était âgée, peut-être 70 ans, mais il n'y avait rien de fragile en elle. Elle se tenait grande et droite dans des fourrures de voyage, valant plus que ce que la plupart des hommes gagnaient en une vie. Une canne noire dans une main gantée, dont elle n'avait manifestement pas besoin pour marcher. Et elle inspecta la pièce, et tout le monde dedans, avec le regard froid et sans hâte d'une femme qui ne s'est jamais demandé une seule fois dans sa vie si elle était à sa place. Ses yeux passèrent sur Lady Vassey et la congédièrent. Ils se posèrent sur le duc. « Vous, dit-elle,
vous êtes Julian, le fils du vieux duc. Oui, vous avez sa mâchoire, et rien de son bon sens, je vois. Le duc se redressa. Madame, je ne sais pas qui vous êtes, ni de quel droit vous forcez l'entrée de ma maison à cette heure. Votre maison? La bouche de la vieille femme se courba, mais ce n'était pas un sourire. Nous verrons bien à qui appartient cette maison en temps voulu. Mon nom, jeune homme, est Augusta, la duchesse douairière de Cranley. Elle laissa le nom tomber dans la pièce et observa son effet. Peut-être en avez-vous entendu parler. Je crois comprendre que vous avez été très désireux, l'année passée, de faire ma connaissance. Le visage du duc changea. Lady Vassy ne connaissait pas le nom, mais le duc le connaissait. Et la veuve, en le regardant, le vit pâlir et comprit aussitôt que qui que soit cette vieille femme, elle comptait. Elle comptait énormément. Car le duc de Wexcombe avait en effet entendu le nom de la duchesse douairière de Cranley. Il l'avait entendu dans chaque salon et club de gentlemen où il était entré depuis 12 mois. La douairière de Cranley était l'une des grandes puissances de l'époque, non pas par un titre que son mari lui avait laissé, bien que celui-ci fût assez grand, mais par la pure force de ce qu'elle était. Elle avait l'oreille de la moitié des grandes familles d'Angleterre. Un mot d'elle pouvait ouvrir toutes les portes de Londres ou les fermer toutes. Fortunes et réputations bougeaient à son gré. Des hommes bien plus grands que Julian avaient passé des années à courtiser ses faveurs et s'estimaient heureux de recevoir un signe de tête. Et Julian avait besoin de ses faveurs plus que la plupart, car la vérité de Wexcombe Hall, la vérité qui se cachait sous son marbre froid et ses beaux habits sombres, était que le vieux duc était mort en laissant le domaine noyé sous les dettes. Les terres étaient hypothéquées, les coffres étaient presque vides. Le grand nom de Wexcombe était un magnifique navire avec un trou dans sa coque, et Julian avait passé toute sa jeune vie de duc à écoper frénétiquement en priant pour que personne ne le remarque. Il avait pensé, il avait espéré, qu'un mot de la douairière de Cranley pourrait le sauver. Sa bénédiction pourrait lui apporter le crédit, les relations, les alliances avantageuses qui pourraient encore maintenir le tout à flot. Il lui avait écrit 2 fois. Il n'avait reçu aucune réponse. Et maintenant, la voilà, debout dans sa salle à manger, au milieu de la nuit, dans la neige. Et elle le regardait comme s'il était quelque chose qu'elle avait raclé de sa chaussure. « Je suis venu, dit la douairière, pour voir ma filleule. Conduisez-moi à elle. » Le duc cligna des yeux. « Votre filleule? Êtes-vous sourd en plus d'être stupide? Ma filleule. La jeune fille que je n'ai pas pu trouver ces 3 derniers mois, bien que j'ai retourné la moitié de l'Angleterre pour la chercher. La jeune fille dont le père était l'ami le plus cher que j'ai eu en ce monde et à qui j'ai fait la promesse sur son lit de mort que je veillerais sur sa sécurité. » La voix de la vieille femme, qui avait été froide, devint encore plus froide. Imaginez ma surprise, jeune homme, quand je l'ai enfin retrouvée et que j'ai découvert qu'elle était mariée à vous. Et imaginez ma surprise ce soir même, quand je suis arrivé à votre porte et qu'on m'a fait attendre dans la neige, alors que je pouvais voir en haut une seule fenêtre allumée dans toute cette grande maison sombre. Et derrière elle, aucune bougie ne bougeait, aucun domestique, rien. Comme si quiconque se trouvait dans cette pièce n'avait personne pour s'occuper d'elle. Le silence dans la salle à manger était absolu. Son nom, dit la duchesse douairière de Cranley, très doucement, est Charlotte. Maintenant, vous allez me conduire à elle. Et que Dieu vous vienne en aide, Julian de Wexcombe, si elle ne va pas bien. Lady Vassy retrouva enfin sa voix. Votre grâce, dit-elle, s'avançant avec son plus doux sourire. Quel très grand honneur. Je crains qu'il y ait eu quelque détresse dans cette maison. La pauvre duchesse a été si terriblement malade. Une constitution délicate. Vous comprenez les nerfs? Nous avons tout fait. Tout. Mais elle ne se rétablit pas. La douairière se tourna et la regarda de la tête aux pieds. « Et qui, dit-elle, êtes-vous » Le sourire vacilla. « Je suis une amie de la famille, votre grâce, Lady Vassy. J'ai soigné la chère duchesse moi-même, nuit et jour. Je n'ai pas demandé ce que vous avez fait. J'ai demandé qui vous êtes. Et je trouve, dit la douairière, se détournant d'elle comme si elle avait cessé d'exister, que cela m'importe peu. Julian, ma filleule maintenant. Et Julian, duc de Wexcombe, qui n'avait jamais eu peur de rien de sa vie, qui avait enjambé le corps de sa propre femme 1 heure auparavant sans une seconde pensée, sentit sa bouche devenir sèche. Et il eut pour la première fois, profondément et véritablement peur. Parce qu'il pensait à cette fenêtre, la seule pièce éclairée, et à la femme qu'il avait laissée sur le sol derrière sa porte. Il se tourna sans un mot
et monta le grand escalier. Et la douairière suivit, sa canne frappant chaque marche comme un tambour lent. Et Lady Vesey vint derrière eux, ses jupes rassemblées dans ses mains aux jointures blanches, son esprit déjà en course, essayant de trouver une issue. En haut, Charlotte n'avait entendu aucun des mots, mais elle avait entendu les voix. Une voix de femme, forte, claire et sans peur, traversant la maison comme une lame. Et quelque chose en elle lui était familier, bien qu'elle ne puisse pas dire pourquoi. Et elle s'était traînée centimètre par centimètre, jusqu'à ce que son dos soit contre le côté du lit, et qu'elle soit presque assise, tout son corps tremblant d'effort. La porte s'ouvrit. Elle vit d'abord Julian, le visage blanc, et elle tressaillit, pensant qu'il était revenu pour lui crier dessus à nouveau. Et puis, derrière lui, elle vit la vieille femme le pousser pour entrer dans la pièce. La vie s'arrêtait net à la vue de la jeune fille sur le sol, le visage émacié, les bras maigres, le lit intact et le petit verre de tonique sur la table. Et elle vit le visage de la vieille femme, ce visage fier et froid, se décomposer tout d'un coup en quelque chose qui ressemblait à du chagrin. « Oh !» souffla la duchesse douairière de Cranley. « Oh, ma chère enfant, ma très chère enfant, que t'ont-ils fait ?» Et elle traversa la pièce, cette grande et terrible femme, devant laquelle les ducs tremblaient. Et elle se mit à genoux sur le sol froid et dur, sans une pensée pour ses fourrures ou sa dignité. Et elle prit la jeune fille mourante dans ses bras. Charlotte la regarda. Quelque chose s'agita loin dans sa mémoire. Un jardin, un été lointain, une grande dame qui était venue rendre visite à son père et avait laissé une petite fille essayer ses bagues, et avait ri d'un vrai rire chaleureux, et dit « Celle-ci a les yeux de sa mère. »« Je vous connais », murmura Charlotte. C'était la première phrase complète qu'elle réussissait à prononcer depuis des jours. « Je vous connais. »« Oui », dit la vieille femme, et sa voix se brisa. « Oui, tu me connais. Je suis ta marraine, mon enfant. J'ai promis à ton père que je te garderai en sécurité. Je suis en retard. Que Dieu me pardonne, je suis si en retard, mais je suis là maintenant. » Ses bras se resserrèrent, féroces et protecteurs. « Je suis là maintenant, et je ne vais nulle part. Et personne dans cette maison ne te touchera plus. » Elle leva la tête, et quand elle regarda le duc et la veuve figés dans l'embrasure de la porte, le chagrin avait disparu de son visage, et à sa place, il y avait quelque chose qui fit même reculer Lady Vesey. « Faites venir un médecin, » dit la duchesse douairière de Cranley. « Un vrai, ce soir, de la ville s'il le faut. Je payerai, et je choisirai l'homme moi-même, et aucun de vous, » ses yeux froids passèrent de Julian à Vesey, et retour. « Aucun de vous ne s'approchera de cet enfant avant qu'il n'arrive. Votre grâce, » tenta Lady Vesey. « Sûrement, il n'y a pas besoin de... Vous !» La voix de la vieille femme claqua comme un fouet. « Vous tiendrez votre langue et vous sortirez de ma vue. Ou je vous promets, madame, qui que vous soyez, et à quoi que vous jouiez, que ce sera la dernière erreur que vous ferez jamais en bonne société. Est-ce que je me fais bien comprendre ?» Lady Vesey devint blanche. Elle ne dit plus rien. Julian, regardant la vieille femme berçant sa femme qu'il avait enjambée, dont il avait à peine prononcé le nom en 3 mois, sentit le sol de marbre froid de son monde certain et ordonné bouger sous ses pieds pour la toute première fois. Il ne comprenait pas encore la moitié de l'histoire. Il ne savait pas pour le tonique. Il ne savait pas ce que le médecin trouverait. Il ne savait pas que la femme qu'il avait fait entrer dans sa maison pour charmer et plaire, la belle et riche veuve, n'était pas riche du tout, et n'était pas ce qu'elle semblait être, et qu'elle avait été très occupée en effet, dans les heures calmes et sombres de cette grande maison froide. Mais il commençait à comprendre vaguement une chose. Il avait fait une terrible erreur, et l'heure des comptes venait de franchir sa porte. Le médecin arriva avant l'aube. Ce n'était pas un homme à la mode de Londres avec des mains douces et des opinions encore plus douces. C'était le docteur Merrick, un homme maigre, grisonnant, au parler franc, que la douairière avait tiré de son lit par la seule force de son nom et d'une bourse d'or. Et il arriva avec la neige encore sur son manteau et une sacoche en cuir noir à la main, sans aucun intérêt pour le rang de quiconque dans la pièce. Il demanda que la chambre du malade soit vidée. Quand Lady Vesey s'attarda près de la porte, il la regarda par-dessus ses lunettes et dit « Madame, j'ai demandé tout le monde. Cela vous inclut. » Et elle partit, bien que ses yeux en partant n'étaient pas ceux d'une femme effrayée. C'étaient les yeux d'une femme qui calcule. Seule la douairière fut autorisée à rester,
ainsi que Madame Fenwick, qui était revenue au petit matin pour trouver sa maîtresse transformée. Une grande dame à genoux près du lit de la duchesse, la veuve bannie, et toute la maison bouleversée en une seule nuit. Madame Fenwick avait jeté un regard à la duchesse douairière de Cranley et avait compris avec l'instinct rapide d'une gouvernante qu'elle avait enfin une alliée. Et elle s'était jetée au service de la vieille femme, avec une dévotion qui en disait long sur le temps qu'elle avait attendu que quelqu'un, n'importe qui, vienne. Le docteur Merrick examina Charlotte pendant un long moment. Il posa des questions, d'une voix basse et stable. Quand la maladie avait-elle commencé? Était-elle venue d'un coup ou progressivement? Qu'avait-elle mangé? Qu'avait-elle bu? Il écouta son cœur. Il regarda ses yeux, ses ongles, la peau pâle de ses poignets. Il demanda à voir sa langue. Et quand il le fit, quelque chose sur son visage devint très immobile. Puis, il prit le petit verre sur la table de chevet, le tonique, le cordial sucré que Lady Vesey lui avait donné chaque nuit de ses propres mains douces et blanches. Il le tint à la lumière grise du matin, le fit tourner, le sentit, et enfin, à l'alarme de la douairière, il en toucha une seule goutte du bout de sa langue, puis la cracha aussitôt dans son mouchoir. Il reposa le verre très soigneusement, comme un homme pose quelque chose de dangereux. « Depuis combien de temps, dit-il doucement, prend-elle ceci? »« Des semaines, dit Madame Fenwick, avant que la douairière ne puisse répondre. La voix de la gouvernante tremblait. « Des semaines, monsieur, chaque nuit. Cette Lady Vesey le lui apportait elle-même et restait près d'elle jusqu'à ce qu'elle le boive. Je pensais, que Dieu me pardonne, je pensais que c'était un médicament. »« Qui est-elle? » demanda Merrick. « Cette Lady Vesey, une amie de la famille, dit la douairière, et les mots étaient de glace. C'est ce qu'elle dit. » Le docteur Merrick resta silencieux un moment. Puis il attira la douairière à l'écart, près de la fenêtre, et baissa la voix pour que la jeune fille dans le lit n'entende pas. « Votre grâce, dit-il, je ne vais pas enrober cela de mots doux, car je pense que vous n'êtes pas une femme qui les désire. Cette jeune dame n'est pas malade, pas de la manière dont cette maison le croit. Il n'y a pas de fièvre du sang, pas de faiblesse de constitution, pas de maladie que je puisse trouver. Ce que je trouve à la place, ce sont les signes, tous, clairs comme le jour pour un homme qui a déjà vu ça, d'un poison, donné lentement, patiemment, à petite dose sur plusieurs semaines, pour que le déclin paraisse naturel, pour que cela ressemble, pour quiconque ne se soucierait pas de regarder de près, à une jeune fille délicate qui s'éteint simplement. La main de la douairière se crispa, blanche, sur sa canne. Vous en êtes certain? Aussi certain que je l'ai jamais été de quoi que ce soit. Une autre semaine de ce cordial, votre grâce, peut-être 2, et elle serait morte. Et chaque âme dans cette maison aurait dit, pauvre petite, elle a toujours été si faible. Et il l'aurait enterrée, et personne n'aurait jamais posé la moindre question. Ses yeux gris étaient durs. C'est très bien fait. C'est le travail de quelqu'un de patient, d'intelligent et de totalement dépourvu de conscience. Quiconque lui a donné ce verre, chaque nuit l'a assassiné à petit feu et avait l'intention de s'en tirer sans problème. Quand elle parla, sa voix était terriblement calme, et ce calme était plus effrayant que n'importe quelle rage. Pouvez-vous la sauver? Je le crois. Elle est jeune et plus forte qu'elle n'en a l'air. Sinon, elle serait déjà morte. Arrêtez le poison, et le temps et les soins feront le reste. Mais il faut l'arrêter maintenant, et elle doit être surveillée à chaque heure. Et rien ne doit passer ses lèvres que vous et moi n'ayons vu préparer de nos propres yeux. Car quiconque a fait cela, et là, le docteur jeta un coup d'œil vers la porte, vers la grande maison au-delà, et toujours sous ce toit. Et quand ils apprendront qu'elle ne meurt pas après tout, quand ils apprendront qu'un médecin est venu et a vu ce que j'ai vu, ils n'abandonneront pas simplement pour rentrer chez eux. Non, acquiesça doucement la douairière. Non, ils ne le feront pas. Et elle avait raison. En bas, Lady Vesey agissait déjà. Ce n'était pas une femme qui paniquait. Elle s'était déjà trouvée dans des situations difficiles, plus difficiles que celle-ci, et avec moins de ressources. Et elle avait appris il y a longtemps que le moment où un plan commençait à déraper était précisément le moment où il fallait paraître le plus calme, le plus blessé, le plus innocent. Alors quand le duc la trouva dans le salon du matin, pâle et ravissante, s'épongeant les yeux avec un bout de dentelle, elle ne se mit pas en colère. Elle pleura. « Oh, Julian, souffla-t-elle, cette horrible vieille femme, les choses qu'elle m'a dites, comme si j'avais fait quelque chose de mal, alors que je n'ai fait que soigner votre pauvre femme de mes propres mains.
nuit après nuit, pendant que tout le monde dans cette maison l'abandonnait. Le duc se tenait raide près du feu. Ce matin, il n'était plus tout à fait l'homme qu'il avait été. La nuit avait ébranlé quelque chose en lui. La douairière de Cranley, dit-il lentement, ne me semble pas être une femme qui dit des choses sans raison. Lady Vesey devint très immobile derrière son mouchoir. C'est la marraine de Charlotte, continua le duc, à moitié pour lui-même, la plus chère amie de son père. Elle a passé 3 mois à la chercher. Et moi, il s'arrêta. Il se souvenait maintenant de choses auxquelles il ne s'était pas permis de penser. Le médecin qu'il avait fait venir au début, l'homme à la mode de Londres qui avait jeté un coup d'œil à Charlotte pendant 10 minutes et avait diagnostiqué des nerfs. Cet homme était un ami de Lady Vesey. Lady Vesey l'avait recommandé. Lady Vesey avait insisté pour lui. Et c'était Lady Vesey qui avait pris en charge la chambre de la malade. Lady Vesey qui avait envoyé Madame Fenwick faire des courses. Lady Vesey qui avait dit aux domestiques de ne pas répondre à la sonnette de la duchesse. Lady Vesey qui apportait le tonic chaque soir et restait à la regarder le boire. Julian, la voix de la veuve avait changé. Les larmes avaient disparu. Elle se leva, vint à lui et posa une main douce sur son bras. Et ses yeux, quand il les regarda, étaient aussi beaux et aussi froids qu'il les avait jamais vus. Vous êtes fatigué. Vous avez eu une peur terrible. Vous laissez une vieille femme méchante vous mettre de mauvaises idées en tête. Pensez, mon chéri, pensez à ce que vous imaginez. Et pensez, ses doigts se resserrèrent légèrement sur son bras. Pensez à l'effet que cela produirait. Un empoisonnement dans la maison du duc de Wexcombe. Le scandale, la ruine. Votre nom, votre grand nom, déjà si fragile, déjà si endetté, traîné dans tous les journaux à scandale d'Angleterre. Il ne demanderait pas qui l'a fait, Julian. Il demanderait seulement pourquoi vous ne le saviez pas. Un homme ne peut pas empoisonner sa propre femme dans sa propre maison, diront-ils, sans y avoir mis la main quelque part. Le duc devint glacial. Je n'ai rien fait, dit-il. Bien sûr que vous n'avez rien fait. Elle lui sourit, douce comme un couteau. Vous et moi le savons. Mais le monde voit un mari froid qui a négligé sa femme malade. Un mari avec une belle femme vivant sous son toit. Un mari noyé sous les dettes qui serait bien plus à l'aise veuf qu'époux, n'est-ce pas? C'est ce que le monde verra, mon amour. C'est l'histoire qu'ils raconteront. À moins que... Elle laissa la phrase en suspens. À moins que quoi? À moins qu'elle ne se rétablisse tranquillement, que la vieille femme soit renvoyée chez elle et que cette vilaine affaire soit oubliée. Pas de médecin, pas de questions, pas de scandale. Laissez la douairière s'agiter autour de sa précieuse filleule si elle le doit, mais gardez ça dans cette maison, Julian. Gardez le silence. Et dans peu de temps, tout cela passera, et personne n'aura jamais besoin de savoir que quelque chose n'allait pas. Et le duc de Wexcombe, faible de la manière qui comptait vraiment, faible là où ça comptait, un lâche vêtu du bel habit d'un duc, sentit l'attrait terrible de cette proposition. Car elle avait raison sur un point. Un scandale l'achèverait. Et il serait si facile, si très facile de se dire que tout cela n'était qu'un malentendu, une erreur, la méchanceté d'une vieille femme. Si facile de détourner le regard, comme il avait détourné le regard de tout ce qui était désagréable toute sa vie. Il l'aurait peut-être fait, d'ailleurs. Mais à ce moment, la porte s'ouvrit, et la duchesse douairière de Cranley se tint sur le seuil. Et derrière elle se tenait le docteur Merrick, avec sa sacoche noire et son visage gris et sévère. Et la douairière dit d'une voix qui porta jusqu'à chaque coin de la pièce, « Le docteur Merrick a terminé son examen et il a beaucoup de choses à vous dire, Julian, sur ce qu'il y avait exactement dans ce verre que votre amie ici présente a donné à votre femme chaque nuit. Je pense, dit-elle, et ses yeux froids se posèrent sur Lady Vesey et y restèrent, que nous devrions tous nous asseoir. Et je pense que cette dame en particulier devrait rester précisément où elle est. » La main de Lady Vesey glissa du bras du duc. Pour la première fois depuis qu'elle était entrée en grande pompe à Wexcombe Hall dans ses soies de demi-deuil, la belle veuve parut, juste un instant, vraiment effrayée, mais seulement pour un instant, car les femmes comme Lady Vesey ne se laissent pas abattre sans se battre. Et il lui restait une carte à jouer, une carte si audacieuse et si cruelle que pas une seule âme dans cette pièce ne la vit venir. Elle releva le menton, elle regarda la duchesse douairière de Cranley droit dans les yeux, et elle se mit à crier pour appeler les domestiques, criant que la duchesse était devenue folle,
que la pauvre fille malade avait essayé de s'empoisonner, et que ces méchantes personnes essayaient de blâmer une veuve innocente pour couvrir la honte de l'affaire. Les cris firent accourir les domestiques. Ils s'entassèrent dans l'embrasure de la porte, à moitié habillés et effrayés. Et là se tenait Lady Vesey, au milieu de la pièce, les mains pressées sur sa poitrine, des larmes coulant sur son joli visage, criant que le monde entier était devenu fou. « Elle s'est fait ça à elle-même, » sanglota la veuve. « La pauvre créature, son esprit, est malade depuis des semaines. Tout le monde l'a vu. Tout le monde sait qu'elle prenait quelque chose. Une chose terrible. J'ai trouvé la bouteille moi-même, et j'ai essayé de la lui cacher. Je la protégeais. Et maintenant, cette vieille femme arrive et déforme tout et me blâme moi, alors que tout ce que j'ai jamais fait, c'est aimer cette famille et essayer d'aider. C'était magistral. C'était monstrueux. Et pendant un instant nauséeux et chancelant, cela fonctionna, car les domestiques ne savaient pas quoi croire. Ils avaient vu la duchesse dépérir. Ils avaient entendu des lèvres douces de Lady Vesey les murmures d'un esprit délicat, d'une fille nerveuse, d'une pauvre chose pas faite pour ce monde. Ça collait. C'était l'histoire qu'on leur avait déjà racontée, et les gens se raccrochent toujours à l'histoire qu'ils connaissent déjà. Et le duc voulait y croire. Chaque instinct de lâche en lui tendait vers cette version. Si Charlotte s'était fait ça à elle-même, alors il n'y avait pas de crime, pas de scandale, pas d'empoisonneuse sous son toit, pas de ruine attendant d'engloutir son grand nom. Si Charlotte s'était fait ça à elle-même, alors il n'avait pas besoin de regarder sa propre part de responsabilité. Pas besoin de penser aux nuits où il l'avait laissée seule. Pas besoin de se souvenir d'avoir enjambé son corps sur le sol. Tout serait si commodément de sa faute, comme tant de choses dans la vie confortable de Julian avaient toujours fini par être la faute de quelqu'un d'autre. Il se tourna vers la douairière. Peut-être, dit-il, et il détesta la faiblesse de sa propre voix, même en parlant. Peut-être y a-t-il eu un malentendu. Lady Vesey a été des plus dévouées. Si l'esprit de la pauvre fille est troublé, son esprit, dit le docteur Merrick, est aussi sain que le vôtre. Plus sain, je dirais, au vu des événements de ce matin. Mais le duc insista, s'accrochant. Vous ne pouvez pas le savoir. Vous ne l'avez examiné qu'une nuit. Lady Vesey est avec elle depuis des semaines. Oui, dit la duchesse douairière de Cranley. Lady Vesey est avec elle depuis des semaines. C'est bien là le problème. Elle n'éleva pas la voix. Elle n'en avait pas besoin. Elle fit simplement un pas en avant, et toute la pièce sembla se calmer autour d'elle. Et elle regarda la veuve en pleurs avec une expression de mépris si froid et total que même les domestiques se turent. « Testons cette histoire qui est la vôtre, madame, » dit-elle. « Vous dites que la duchesse s'est empoisonnée. Vous dites que vous avez trouvé la bouteille. Alors vous n'aurez aucune objection, j'en suis sûr, à ce que le docteur Merrick examine chacune de vos possessions personnelles à cette heure même, devant ses témoins. Vous n'aurez aucune objection à une fouille de vos chambres, de vos malles, de votre valise de voyage. Car si le poison vient de la propre main de la duchesse, alors nous ne trouverons rien dans les vôtres, n'est-ce pas? Et si nous trouvons quelque chose, les yeux de la vieille femme brillèrent, alors nous saurons précisément quelle main a été à l'œuvre. Le sang quitta le visage de Lady Vesey. Ce fut très léger. Elle se reprit en un instant, se redressa, laissa échapper un rire léger et méprisant. Mais la douairière l'avait vu, et le docteur Merrick l'avait vu, et pour la première fois, Julian l'avait vu aussi. Ce vacillement, cette peur, ce n'était pas le visage d'une femme innocente. « C'est un scandale, » dit Lady Vesey. « Je ne me laisserai pas fouiller comme une vulgaire voleuse. » Madame Fenwick, la douairière ne quitta pas la veuve des yeux. « Vous gardez les clés de cette maison depuis 30 ans. J'imagine que vous savez comment trouver votre chemin dans une malle fermée à clé. »« C'est exact, votre grâce, » dit Madame Fenwick, et il y avait une satisfaction sinistre dans chaque syllabe. « Julian !» La douairière se tourna vers le duc, et maintenant sa voix était un coup de fouet. « Vous êtes le maître de cette maison, ou vous êtes censé l'être. Une femme a été empoisonnée sous votre toit. Votre femme. La dame dont le père a sauvé le vôtre de la ruine et de la disgrâce, bien que personne ne se soit manifestement donné la peine de vous l'apprendre. Allez-vous rester là et laisser la créature qui a fait ça s'en tirer parce que vous avez peur d'un petit scandale? Votre nom vaut-il tant pour vous et la vie de votre femme si peu? » Et Julian, pris entre les deux femmes, la menteuse froide et belle qui lui offrait le chemin facile, et la vieille femme qui ne lui offrait que la vérité dure et honteuse,
se tint figé au grand carrefour de sa vie. Il n'était pas un homme bon. Il le savait vaguement, même alors. Mais quelque part sous la vanité, la lâcheté et les années à détourner le regard, il y avait une petite chose qui n'était pas tout à fait morte. Le souvenir de son père, le vieux duc, qui avait été bien des choses mais jamais un lâche, lui disant un jour, quand il était enfant, qu'un Wexcombe paie ses dettes, soutient les siens, et ne se cache jamais, jamais, derrière les jupes d'une femme. « Fouillez-la » dit le duc de Wexcombe, sa voix se brisant. « Fouillez les chambres. » Le visage de Lady Vesey se crispa. « Julian, fouillez-les » dit-il de nouveau, plus fort, et il se détourna d'elle pour ne pas avoir à voir son visage. Ils le trouvèrent en moins d'1 heure. Madame Fenwick, ses clés cliquetant comme celles d'un bourreau, ouvrit la valise de voyage de la veuve avec la facilité d'une longue pratique. Et là, sous un faux fond, astucieux, mais pas assez pour une femme qui cachait l'argenterie de la maison au valet chapardeur depuis 3 décennies, elle trouva une petite bouteille, bouchée en verre sombre. Le docteur Merrick la porta à la fenêtre, la déboucha et la sentit, et son visage, quand il se retourna vers la pièce, fut une réponse suffisante. « Le même, » dit-il doucement, « le même que dans le cordial. Il ne peut y avoir aucun doute. » La pièce devint totalement silencieuse. Lady Vesey, acculée enfin, dépouillée de ses mensonges, avec la preuve de sa culpabilité dans la main grise d'un docteur, fit la seule chose qui restait à une femme comme elle. Elle cessa de faire semblant. Les larmes séchèrent sur son visage, comme si elle n'avait jamais existé. La bouche douce et tremblante devint dure et plate. Et quand elle regarda autour d'elle maintenant, le duc, la douairière et les domestiques bouche bée, c'était avec un mépris ouvert et non dissimulé. Le regard d'un prédateur qui a été attrapé le sait, et méprise les imbéciles qui l'ont attrapé presque autant qu'elle se méprise elle-même d'avoir été prise. « Eh bien, dit-elle, comme c'est fastidieux. » Le duc la dévisagea comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. « Geneviève. Oh, arrêtez de pleurnicher mon nom. » Elle rit, un vrai rire maintenant, bas et laid. « Pauvre stupide, imbécile doré. Y avez-vous vraiment cru, à quoi que ce soit, que je suis venu dans cette ruine froide, croulante et hypothéquée, pour l'amour de vous ?» Elle le toisa de haut en bas avec un mépris cinglant. « Vous n'avez rien, Julian. Comprenez-vous cela? Rien. Cette maison est une coquille vide. Les terres sont hypothéquées jusqu'au toit. Vous êtes noyé sous des dettes si profondes que vous ne pouvez même pas en voir le fond. Et vous dînez dans de l'argenterie empruntée, en prétendant être un grand homme. Je le sais depuis le début. Tout le monde à Londres le sait. Vous êtes une blague, mon chéri. Une belle blague bien habillée. » Chaque mot atterrissait comme une gifle. Les domestiques fixaient le sol. Le duc se tenait blanc et rigide, incapable de parler. « Alors pourquoi ?» dit la duchesse douairière de Cranley très doucement. « Êtes-vous venu ?» Les yeux de Lady Vesey glissèrent vers elle, et quelque chose de rusé et de vicieux s'y agita. « Pourquoi pensez-vous, vieille corneille fouineuse ?» dit-elle. « Pour la même raison que tout le monde. L'argent. »« Il n'y a pas d'argent, » dit le duc d'une voix creuse. « Elle vient de le dire elle-même. Je n'ai rien. »« Vous n'avez rien, » acquiesça Lady Vesey, se retournant vers lui avec un sourire de pur poison. « Mais elle si. » Et elle pointa un doigt blanc vers la porte derrière laquelle Charlotte gisait. « Votre petite souris grise de femme, votre triste, maladive, épouse sans le sou que votre père vous a imposé pour une vieille dette sentimentale. Ne vous êtes-vous jamais demandé, Julian? Ne vous êtes-vous jamais demandé une seule fois pourquoi votre père, sur son lit de mort, noyé sous les dettes, était si déterminé à ce que vous épousiez cette personne insignifiante en particulier, la fille d'un gentleman sans fortune, sans titre, sans relation valable. » Le duc la dévisagea. « Elle n'a pas de fortune. Son père était un homme aux moyens modestes. C'était de la charité de mon père. » Lady Vesey rejeta la tête en arrière et rit. Et ce fut le son le plus cruel du monde. « La charité » s'écria-t-elle. « Oh, vous ne savez vraiment pas. Vous n'avez vraiment aucune idée. Ça vaut presque le coup juste pour voir votre visage. » Elle se pencha vers lui, savourant le moment. « Votre femme imbécile est la femme la plus riche de 3 comtés, et vous ne l'avez même jamais su. » Le silence qui suivit fut si complet que le crépitement du feu sembla aussi fort que le tonnerre. Ce fut la douairière qui le rompit, et quand elle parla, sa voix avait changé. Elle était lente et délibérée, et il y avait en elle la première note faible de quelque chose qui ressemblait presque à une satisfaction sinistre.
le son d'un piège que quelqu'un d'autre avait construit et qui se refermait maintenant sur eux tous. « Elle a raison », dit la duchesse douairière de Cranley. « Bien que j'aie eu l'intention de vous le dire de manière plus douce, Julian, et bien plus tard. Mais puisque la créature a vendu la mèche, oui, c'est vrai. » Elle se dirigea vers le feu, se tint debout, et regarda dans les flammes, et leur raconta. Le père de Charlotte n'était pas un homme riche, c'est assez vrai. Pas en terre, pas en maison, mais c'était l'homme d'affaires le plus intelligent que j'ai jamais connu. Et tranquillement, pendant 30 ans, sans jamais un mot de vantardise, il a bâti une fortune à la nouvelle manière. Dans le commerce, dans la navigation, dans les banques, les fonds et les grandes machines de cette ère changeante. Une fortune assez vaste pour acheter cette maison, et chaque arpente qui l'entoure 10 fois, et ne jamais en sentir la perte. Il ne la confia à personne, il la cacha bien. Et quand il sut qu'il allait mourir, et que sa fille serait seule, sans protection, et la proie de tous les chasseurs de fortune d'Angleterre, ses yeux se tournèrent une fois vers Lady Vesey. Il fit une chose sage et prudente. Il plaça la totalité en fiducie, enfermée là où aucune main de mari ne pourrait la toucher. Aucune dette ne pourrait l'engloutir. Aucun intrigant ne pourrait la voler. Pour être gérée et protégée jusqu'à ce que sa fille atteigne sa majorité et soit jugée en sécurité et installée par la seule personne au monde en qui il avait plus confiance que tout autre. La douairière se détourna du feu et elle ne regarda pas le duc, mais tout le monde dans la pièce, avec l'autorité calme et terrible d'une reine. « Par moi, dit-elle. Je suis la fiduciaire de la fortune de Charlotte. Chaque centime. Elle est sous ma main et ma protection depuis le jour où son père est mort. Et c'est pourquoi, Julian, j'ai retourné l'Angleterre ces 3 derniers mois pour la trouver. Pas seulement parce que j'aimais son père. Pas seulement parce que je lui ai fait une promesse. Mais parce que je détiens en fiducie une fortune qui pourrait ressusciter cette maison en ruine 10 fois. Et elle appartient, jusqu'au dernier sou, à la jeune fille que votre amie ici présente a tranquillement assassinée à l'étage. Elle laissa cela s'installer. Elle le regarda déferler sur eux comme une vague. « Vous vouliez mes faveurs, Julian, dit-elle doucement. Vous m'avez écrit 2 fois pour mendier mon attention, ma bénédiction, un mot à la bonne oreille, pour sauver votre nom qui sombre. Et pendant tout ce temps, le salut de votre maison gisait mourant sur le sol de votre chambre. Et vous l'avez enjambé pour aller dîner avec la femme qui la tuait. » Sa voix baissa, et ce fut la chose la plus froide qu'aucun d'entre eux n'ait jamais entendue. Vous aviez tout ce dont vous aviez besoin pour vous sauver et vous l'avez traité comme un déchet. Vous êtes, je pense, le plus grand imbécile que j'ai rencontré en 70 ans de vie. Le duc de Wexcombe s'affaissa lentement dans une chaise, le visage couleur de cendre. Et Lady Vesey, debout, oubliée au milieu de la pièce, commença à comprendre, un battement de cœur trop tard, que dans sa fureur de blesser le duc, elle venait de donner à la douairière la dernière pièce d'une arme qui les détruirait tous les deux. Car maintenant, tout le monde dans la pièce savait ce qui était vraiment en jeu. Et la fortune, la maison, l'avenir, tout cela reposait entièrement entre les petites mains minces d'une jeune fille allongée dans la pièce voisine. Une jeune fille qui avait toutes les raisons du monde, quand elle serait assez bien pour parler, de les voir tous les deux ruinés. Charlotte se renforçait de jour en jour. C'était lent au début, un peu de couleur revenant sur ses joues, un peu de force dans ses mains. Mais le docteur Merrick avait eu raison. Elle était plus jeune, et plus forte que son corps émacié ne le suggérait. Et une fois le poison arrêté, et les vrais soins commencés, son corps se souvint comment vivre. En 1 semaine, elle pouvait s'asseoir. En 2, elle pouvait marcher au bras de la douairière jusqu'à la fenêtre et retour. Le bouillon que Madame Fenwick lui préparait maintenant était d'abord goûté par les propres lèvres de la gouvernante avant de s'approcher de sa maîtresse. Et la porte de la chambre de la malade était gardée jour et nuit. Et personne en qui on n'avait pas confiance ne s'approchait à moins d'une 12aine de pieds d'elle. Et pendant ces longues journées de convalescence, c'était le docteur Merrick qui venait chaque matin et chaque soir, dans son simple habit sombre, avec sa sacoche noire et ses manières directes et bienveillantes, pour s'asseoir près de son lit et noter ses progrès. Il n'était pas un jeune homme, mais il n'était pas si vieux non plus. Peut-être 40 ans, grisonnant avant l'heure, à cause de trop de nuits à trop de chevet. Et il avait une manière calme et stable, en qui Charlotte, qui avait connu si peu de stabilité dans sa vie, sentit qu'elle pouvait avoir confiance presque immédiatement. Il ne lui parlait pas comme les autres l'avaient toujours fait, comme si elle était fragile ou stupide, ou un fardeau à gérer.
Il lui parlait comme si elle était une personne sensée. Il lui dit clairement ce qu'on lui avait fait, et comment, et il ne l'adoucit pas, car il avait compris assez rapidement qu'elle ne voulait pas que ce soit adouci. Il répondit à ses questions, il écouta ses réponses, et lentement, dans les matins gris et sûrs, Charlotte commença à parler, vraiment parler, comme elle n'avait parlé à aucune âme vivante depuis la mort de son père. Et le docteur Merrick écouta tout. Quelque chose de calme, de chaleureux et de sans hâte commença à grandir dans cette chambre de malade, bien qu'aucun d'eux ne lui ait encore donné de nom. En bas, l'heure des comptes arriva pour Lady Vesey. La duchesse douairière de Cranley n'était pas femme à laisser les choses à moitié faites. Pendant que Charlotte se rétablissait, la vieille femme avait été occupée à écrire des lettres, à convoquer des hommes de loi et à mettre en marche des rouages discrets et puissants. Et il ne fallut pas longtemps, une fois qu'elle commença vraiment à chercher, pour que toute la vérité pourrie sur la belle veuve éclate au grand jour. Lady Vesey n'était pas du tout Lady Vesey. Il y avait eu un vrai Lord Vesey un jour. C'était vrai, un homme âgé, riche et stupide, qui avait épousé une belle femme tard dans sa vie et était mort très commodément en moins d'1 an. Mais la fortune que tout le monde supposait qu'elle avait héritée n'avait jamais existé. Le vieux lord avait été aussi endetté que Julian lui-même, et n'avait laissé à sa veuve rien d'autre qu'un grand nom et une montagne de créanciers. Et donc elle avait fait ce qu'elle avait fait auparavant, dans d'autres villes, sous d'autres noms. Car les hommes de loi que la douairière convoqua découvrirent bientôt une longue traînée grise. Un marchand à Bristol, mort d'une maladie débilitante, sa fortune cédée à une belle compagne dans ses dernières semaines. Un veuf à Bath, la même chose. Une vieille demoiselle sans héritier et avec beaucoup d'argent, qui avait engagé une charmante dame de compagnie et n'avait pas survécu à l'année. Toujours le même schéma. Toujours une personne seule avec de l'argent et personne pour veiller sur elle. Toujours un lent déclin que tout le monde attribuait à l'âge, au chagrin ou à une constitution délicate. Et toujours à la fin, la charmante compagne s'en allant tranquillement, un peu plus riche, avant que quiconque ne pense à poser une question difficile. Elle était venue à Wexcombe, non pas pour Julian. Julian ne valait rien pour elle, un imbécile en faillite dans un bel habit. Mais dès qu'elle avait entrevu le vrai prix, elle avait changé de cible avec la facilité d'un serpent. Elle avait appris d'une manière ou d'une autre, dans quelques coins sombres où de telles créatures échangent leurs secrets, ce que presque personne d'autre en Angleterre ne savait, que la petite duchesse grise de Wexcombe était en vérité une héritière d'une fortune énorme. Et donc elle s'était attelée au travail patient qu'elle connaissait si bien. Éliminer la jeune fille, consoler le veuf éploré, épouser le duc ruiné, une fois qu'il serait libre, et avec le temps, se libérer tranquillement de lui aussi, et partir avec tout. Tout était là à la fin, exposé dans l'écriture froide et nette de la loi. Le faux nom, les maris enterrés, le poison, le schéma, le témoignage du docteur Merrick, la bouteille de la malle, le récit de Madame Fenwick sur le cordial nocturne, la parole d'une duchesse douairière qu'aucun magistrat en Angleterre n'oserait mettre en doute. Quand les hommes vinrent la chercher enfin, des hommes graves avec un mandat, dans la lumière grise d'un matin d'hiver, Lady Vesey ne pleura pas, et elle ne cria pas. Elle en avait fini de faire semblant. Elle regarda simplement le hall de marbre froid de Wexcombe avec ses beaux yeux vides, et elle sourit d'un petit sourire amer, comme si le monde entier s'était simplement avéré aussi fastidieux et décevant qu'elle l'avait toujours su. « Vous pensez avoir gagné, dit-elle à la douairière alors qu'on l'emmenait. Vous n'avez rien gagné. Il y aura une autre maison. Il y a toujours une autre maison. Il y a toujours des imbéciles. » Son regard glissa vers Julian, debout, brisé, contre le mur. Et il y a toujours un homme trop vaniteux et trop faible pour voir ce qui est devant son propre visage. Peut-être, dit calmement la duchesse douairière de Cranley, mais ce ne sera pas cette maison, et ce ne sera pas avant très longtemps là où vous allez. Emmenez-la. Et ils l'emmenèrent par la grande porte qu'elle avait franchie si majestueusement 3 mois auparavant. Et les portes de Wexcombe Hall se refermèrent derrière elle, et elle fut partie. Restait Julian. Il n'avait pas beaucoup parlé pendant ces semaines. Quelque chose en lui s'était brisé le matin de la fouille, et ne s'était pas réparé. Il errait dans les pièces froides de sa grande maison en ruine comme un fantôme, et il ne s'approchait pas de la chambre de sa femme, en partie parce que la douairière l'avait interdit, et en partie bien qu'il ne l'aurait pas admis, parce qu'il ne pouvait pas le supporter. Car voici la chose qui rongeait Julian.
duc de Wexcombe, dans les longues nuits sans sommeil. Il n'avait pas su. Il n'avait pas su pour le poison. Ça, au moins, c'était vrai. Et la loi l'avait jugé vrai. Et même la douairière qui le méprisait ne l'en accusait pas. Il n'était pas un meurtrier. Quand il avait enjambé sa femme sur ce sol froid, il avait cru, parce qu'il voulait le croire, parce que le croire était facile, qu'elle était simplement faible, simplement souffrante, simplement la jeune fille ennuyeuse et déclinante que Lady Vesey avait si patiemment dépeinte pour lui. Il n'avait pas su qu'il y avait du poison dans le verre. Mais, et c'était l'écharde qui ne voulait pas sortir, la vérité qu'il ne pouvait plus ignorer, maintenant qu'il n'y avait plus personne à blâmer, il aurait dû savoir. Un homme meilleur aurait su. Un mari qui aurait ne serait-ce qu'une fois vraiment regardé sa femme, qui se serait assis près de son lit, qui lui aurait posé une seule question, qui se serait soucié d'elle ne serait-ce qu'un tout petit peu. Un tel homme aurait vu, se serait demandé pourquoi une jeune fille en bonne santé dépérissait dans sa maison, et n'aurait pas eu de repos avant d'avoir la réponse. Il n'avait pas regardé. Il ne s'était pas demandé. Il ne s'était pas soucié. Il avait été si occupé par sa vanité, ses dettes et sa belle invitée empoisonneuse que sa propre femme était passée à une semaine de la mort sous son toit. Et il l'avait moins remarqué que la gouvernante. Il n'était pas un meurtrier. Il était seulement un homme si froid, si égoïste, si entièrement absorbé par lui-même que le meurtre avait pu entrer par sa porte d'entrée et faire son travail silencieux pendant des mois. Et il avait tenu la porte ouverte et n'avait jamais regardé une seule fois qui passait. Et maintenant qu'il comprenait enfin qui était sa femme, ce qu'elle valait, ce qu'elle aurait pu être pour lui, maintenant il était bien trop tard. Il ne lui avait montré que cruauté et froideur. Il avait enjambé son corps. Elle avait toutes les raisons du ciel de le mépriser. Et elle tenait dans ses petites mains en convalescence non seulement une fortune qui pouvait sauver sa maison qui sombrait, mais le simple pouvoir de le chasser de sa vie pour toujours et de ne plus jamais penser à lui. Julian, duc de Wexcombe, était assis seul dans l'obscurité de son bureau, au milieu de la splendeur hypothéquée de son nom mourant. Et pour la première fois de sa vie d'adulte, il pleura. Pas pour sa maison, ni pour sa fortune, mais par pure et simple honte. En haut, Charlotte était maintenant assez bien pour tout savoir. La douairière lui avait tout raconté, doucement, mais complètement. Le poison, la veuve, la fiducie, la fortune qui avait toujours été la sienne. Et Charlotte avait écouté, pâle et silencieuse, et avait très peu parlé, et avait retourné tout cela lentement dans son esprit, à mesure qu'elle se renforçait d'heure en heure. Elle comprenait maintenant la forme du piège dans lequel elle avait été prise. Elle comprenait à quel point elle avait été proche de mourir sans être pleurée sur un sol froid. Et elle comprenait aussi le nouveau pouvoir étrange qui était tombé entre ses mains, qu'elle n'était pas, et n'avait jamais été, la personne insignifiante et sans le sou qu'ils avaient tous cru, mais une femme d'une grande fortune, avec une protectrice féroce et puissante, et le monde entier s'ouvrait soudainement devant elle. Elle n'était pas obligée de rester. C'était la merveille de la chose qu'elle retournait encore et encore dans les matins gris. Elle était jeune, elle serait bientôt bien. Elle était riche, au-delà de tout ce qu'elle avait rêvé. Elle libre. Et il n'y avait pas une seule chaîne au monde qui la liait à cette maison froide ou à l'homme froid qui l'y avait amenée. « Tu n'as plus jamais besoin de le revoir, mon enfant », lui dit la douairière, assise près de son lit un soir, lui tenant la main. Le mariage était l'œuvre de son père, imposé à vous deux alors que tu étais en deuil et seul. Il y a des moyens, j'ai déjà parlé aux avocats, pour qu'un tel mariage soit discrètement annulé, défait, comme s'il n'avait jamais existé. Tu serais libre, riche et jeune, et tu pourrais avoir la vie que tu choisis. Tu ne dois rien à cet homme, moins que rien. Tu ne lui dois que la porte. Charlotte resta silencieuse un long moment, regardant le feu. Et puis, doucement, elle posa la question qui déciderait de tout. « Et le docteur Merrick, dit-elle, ne rencontrant pas tout à fait les yeux de la vieille femme, une légère couleur montant à ses joues, qui n'avait rien à voir avec la fièvre. Viendra-t-il encore, quand je serai guéri, quand il n'y aura plus besoin d'un médecin dans la maison ?» La duchesse douairière de Cranley, qui ne manquait rien, et qui avait vu bien des choses éclore dans bien des chambres de malades au cours de ses 70 ans, regarda la couleur sur le visage de sa filleule et la manière prudente dont elle disait le nom du docteur.
Et quelque chose dans le cœur féroce de la vieille femme devint très chaud et très heureux. « Ma chère, dit-elle doucement, et elle pressa la main de la jeune fille. Je pense bien que cela peut s'arranger. Le printemps arriva lentement à Wexcombe Hall. La neige qui était restée si longtemps sur les champs fondit enfin en eau grise et en terre noire. Et les premières choses vertes poussèrent à travers le sol froid. Et la lumière qui passait par les hautes fenêtres se réchauffa de jour en jour. Et avec le changement de saison, Charlotte guérit. Pas seulement mieux, guérit. Vraiment, entièrement guérie, d'une manière qu'elle n'avait pas connue depuis de nombreux mois. Et elle commençait à comprendre d'une manière qu'elle n'avait pas connue depuis bien plus longtemps que cela. Car ce n'était pas seulement le poison qui avait quitté son corps maintenant. C'était la peur, la solitude, la certitude lente et écrasante qu'elle était indésirable, mal aimée et totalement seule au monde. Ce qui avait été un poison en soi, et l'avait tuée à petit feu bien avant que Lady Vazzy ne verse une goutte dans son verre. Cela aussi avait commencé à se dissiper, car elle n'était plus seule, et elle ne le serait plus jamais. Qu'elle avait sa marraine, féroce et puissante, et infiniment tendre, qui avait tourné toute sa formidable volonté vers la seule tâche du bonheur de Charlotte. Elle avait Madame Fenwick, qui la couvait comme une poule, avec son unique poussin, et pleurait de joie le premier matin où sa maîtresse descendit le grand escalier sur ses deux pieds. Et elle avait le Dr. Merrick. Qui venait encore chaque jour, bien qu'il n'y ait plus guère de besoin médical, et qui ne portait plus sa sacoche noire quand il venait, et qui s'asseyait avec elle maintenant, non pas près d'un lit de malade, mais dans le salon du matin ou le jardin, dans la chaleur croissante du printemps. Elle parlait avec elle de 100 choses qui n'avaient rien à voir avec la médecine, les livres, le bon vieux temps, son père, qu'il n'avait jamais rencontré mais dont il aimait entendre parler. Sa propre vie, calme, travailleuse et plutôt solitaire, consacrée aux soins des étrangers. Il parlait et il riait. Charlotte, qui avait presque oublié comment rire, découvrit que cela lui revenait plus facilement chaque jour. Et parfois, il s'asseyait dans un silence si facile et si chaleureux qu'il en disait plus que n'importe quel mot. Aucun d'eux ne parlait de ce qui grandissait entre eux. Il n'y en avait pas besoin. Cela grandissait tout de même, calme, profond et sûr, de la même manière que les choses vertes poussaient hors du sol froid, sans avoir besoin de la permission de personne. Mais avant qu'une nouvelle vie puisse vraiment commencer, il y en avait une ancienne à terminer. Et Charlotte, qui n'était plus faible d'aucune manière qui comptait, savait qu'elle ne pouvait pas simplement la fuir. Elle ne s'échapperait pas de Wexcombe Hall dans la nuit comme une jeune fille effrayée. Elle en sortirait en son temps, la tête haute. Et avant de le faire, elle affronterait l'homme qui l'avait amenée ici une dernière fois. Et elle lui dirait les choses qui devaient être dites. Elle choisit le matin. Elle choisit le grand salon froid, avec sa splendeur hypothéquée, et ses longues fenêtres pleines de lumière printanière. Et elle demanda gentiment à la douairière de la laisser faire seule. « En es-tu certaine, ma chère ?» demanda la vieille femme, scrutant son visage. « Tu n'as pas besoin de le voir du tout, tu sais. Jamais. Les avocats peuvent gérer chaque détail. Tu n'as plus jamais besoin d'être dans la même pièce que cet homme tant que tu vivras. »« Je sais, » dit Charlotte, « mais je le veux, pas pour lui. » Elle sourit, un petit sourire stable qui avait beaucoup de son père. « Pour moi, j'ai passé toute ma vie à être parlé, et à être représenté, et à ce que d'autres décident pour moi. Mon père, que Dieu ait son âme, a arrangé mon mariage avant que je sois assez âgé pour qu'on me le demande. Julian m'a dit le jour de notre mariage exactement ce que je devais attendre de ma propre vie. Lady Vazzy a décidé que je devais mourir. Tout le monde a toujours décidé des choses à mon sujet pendant que je restais immobile et les laissais faire. » Son menton se leva. « J'aimerais, juste une fois, être celle qui décide. Et j'aimerais qu'il me voie le faire. » La duchesse douairière de Cranley regarda sa filleule un long moment, puis elle se leva, prit le visage de la jeune fille entre ses deux vieilles mains et l'embrassa sur le front. « Ton père, dit-elle, sa voix pas tout à fait stable, serait si très fier de la femme que tu es devenue. Vas-y alors. Je serai juste derrière la porte, non pas parce que tu as besoin de moi, mais parce que je ne manquerai ça pour rien au monde. » Alors Charlotte entra seule. Julian l'attendait, debout près du foyer froid, et Charlotte, le voyant pour la première fois depuis de nombreuses semaines, fut frappée de voir à quel point il avait changé. Le bel habit sombre lui allait toujours bien. La mâchoire élégante était toujours élégante, mais l'arrogance avait disparu de lui, complètement disparu.
Et sans elle, il semblait plus petit, plus gris, plus vieux. Il avait l'air d'un homme qui n'a pas dormi depuis longtemps. Il avait l'air d'un homme qui a enfin, à un coup terrible, commencé à se voir clairement et ne peut supporter la vue. Quand elle entra, il tressaillit comme si la lumière d'elle l'avait frappé. « Charlotte », dit-il. Puis, comme si le mot ne convenait pas dans sa bouche, comme s'il n'y avait pas droit. « Votre grâce. Je vous remercie d'être venu. Vous n'auriez pas dû. Je le sais. » Elle ne dit rien. Elle traversa la pièce lentement. Elle pouvait traverser une pièce facilement maintenant, et il y avait une force dans sa façon de bouger qui n'était pas là avant. Et elle se tint devant lui, droite et calme, et elle le regarda. Elle le regarda simplement, l'homme qui avait enjambé son corps sur le sol, et elle le laissa sentir le poids de son regard. Il ne put le soutenir. Ses yeux tombèrent. « J'ai répété cela 100 fois, dit-il au tapis. Ce que je vous dirais si vous m'en donniez un jour l'occasion. Et maintenant vous êtes là, et je trouve qu'il n'y a pas de mot au monde qui ne soit une insulte venant de moi. Il n'y a pas d'excuse assez grande. Je le sais. Je ne suis pas assez stupide pour penser qu'il y a quoi que ce soit que je puisse dire qui pourrait toucher ce que je vous ai fait, ce que j'ai laissé vous faire. » Il prit une inspiration tremblante. « Je ne savais pas pour le poison. Je vous le jure devant Dieu. Mais je sais maintenant que cela n'a pas d'importance, que c'est presque pire, parce que j'aurais dû savoir. N'importe quel mari digne de ce nom aurait su. Et moi, je ne vous ai même pas regardé. Je n'ai même pas regardé. » Charlotte resta silencieuse un moment. Quand elle parla, sa voix était calme et égale, et ne tremblait pas du tout. « Non, dit-elle, vous ne l'avez pas fait. » Il tressaillit de nouveau. « Savez-vous, continua-t-elle de cette même voix stable, à quoi je pensais, Julian, les nuits où je restais éveillé, malade et seul dans cette chambre, à vous écouter rire avec elle en bas. Je ne pensais pas à la fortune, que je ne savais pas que j'avais. Je ne pensais pas à la vengeance. J'étais trop fatigué pour la vengeance. Je pensais à quelque chose de très petit. Je pensais, si seulement il venait. Si seulement il venait s'asseoir avec moi pendant 1 heure. Pas m'aimer. J'avais renoncé à l'amour bien avant. Je voulais seulement qu'il vienne s'asseoir, pour que je ne sois pas si seul. C'était tout ce que je voulais au monde. 1 heure de ne pas être seul. Elle fit une pause. Vous n'êtes jamais venu. Et puis, à la toute fin, quand je mourais sur le sol, vous êtes venu, et vous m'avez enjambé, et vous êtes allé la voir. Charlotte. Sa voix se brisa complètement. Je ne dis pas ça pour vous blesser, dit-elle, et c'était vrai. Il n'y avait pas de cruauté en elle, seulement une honnêteté claire et finale. Je le dis parce que c'est vrai, et parce que je pense que vous devriez l'entendre une fois de moi, dans mes propres mots, avant que nous en ayons fini. Vous ne m'avez pas empoisonné, mais vous m'avez laissé à la merci du poison. Vous avez fait de cette maison un endroit où une telle chose pouvait arriver, et où personne ne l'arrêterait, parce que vous en aviez fait un endroit sans amour du tout. C'est ce que vous avez fait, et j'ai décidé que je n'allais plus le porter. Je vais le déposer ici, dans cette pièce, avec vous, et je vais sortir et le laisser derrière moi, et je n'y penserai plus. » Elle laissa cela s'installer, puis elle dit la chose qu'elle était venue dire. « Je ne vais pas rester mariée à vous, Julian. » Il ferma les yeux. Il avait su que cela arriverait, l'avait su avec certitude depuis le matin de la fouille. Et pourtant, les mots atterrirent sur lui comme un coup. « Ma marraine a parlé aux avocats, » continua Charlotte, calme et claire. « Le mariage a été fait sans mon véritable consentement. J'étais une jeune fille de 19 ans en deuil, seule, sans choix. On m'a seulement dit que c'était arrangé. Il y a suffisamment de motifs, me disent-ils, pour le faire annuler. Discrètement, proprement, comme s'il n'avait jamais existé. Et c'est ce que j'ai choisi de faire. Je vais m'en libérer, et me libérer de vous. » « Bien sûr, » murmura Julian. « Bien sûr que vous le devriez. Vous le devez. Je ne le contesterai pas. Tout ce que vous souhaitez, absolument tout. » Il leva les yeux vers elle alors, et il y avait des larmes sur son visage, et plus aucune honte en lui pour les cacher. « Vous ne me devez rien, Charlotte. Moins que rien. Je sais ce que cela signifie pour moi. Je sais ce qui sort par la porte avec vous. » Il eut un terrible rire creux. Le monde entier le savait avant moi. La fortune qui aurait pu sauver cette maison, mon nom, tout. Tout part avec vous, et je resterai avec la ruine que j'ai construite. Et ce n'est pas plus que ce que je mérite. C'est bien moins que ce que je mérite. Je veux seulement. Sa voix défaillit. Il la maîtrisa et continua.
Je veux seulement que vous sachiez que je comprends enfin exactement ce que j'ai jeté. Pas l'argent. Vous. J'ai jeté vous. Et j'aurai le reste de ma vie dans cette maison froide et vide pour y penser. Et c'était là, le moment vers lequel toute l'histoire avait tendu. Le duc orgueilleux abaissé, l'homme froid en larmes, la fortune, l'avenir, et la femme elle-même, tout cela reposant dans les petites mains de Charlotte. À elle de donner ou de retenir. Elle aurait pu s'adoucir. Une histoire plus faible, une femme de moindre envergure aurait pu s'adoucir ici. Aurait pu voir les larmes et sentir la vieille et stupide attraction de la pitié, et rester. Charlotte ne s'adoucit pas, car elle avait appris à grand prix la différence entre un homme qui est désolé de ce qu'il a perdu et un homme qui est désolé de ce qu'il a fait. Et elle n'était pas du tout certaine que Julian connaissait encore lui-même la différence. Et même si son chagrin était vrai, profond et réel, cela ne changeait rien au fait simple qui s'était cristallisé en elle, clair comme de la glace, pendant toutes ces longues semaines de convalescence. Elle ne voulait pas de cette vie, elle ne voulait pas de cette maison froide, ni de cet homme brisé, ni du travail sans fin de lui apprendre, année après année lassante, à être quelque chose qu'il n'avait jamais essayé d'être quand cela aurait pu la sauver. Elle avait une vie, elle avait failli la perdre, et elle n'allait pas passer ce qui lui restait à réparer un homme qui avait enjambé son corps sur le sol. « Je vous crois, » dit-elle enfin, et doucement. « Je crois que vous êtes désolé. Je crois même que vous avez changé, ou commencé à le faire. Et j'en suis heureuse, Julian. Pas pour moi, mais pour vous, et pour le bien de ce qui viendra après pour vous. J'espère que vous deviendrez un homme meilleur que celui qui m'a épousé. Je l'espère vraiment. » Elle fit une pause. « Mais je ne serai pas celle qui reste pour le voir. Ce n'est pas ma tâche. Ça n'a jamais été ma tâche. Je ne suis pas venue au monde pour être le remède à ce qui ne va pas chez vous. » Elle prit une inspiration. Et quand elle parla de nouveau, il y avait quelque chose de presque paisible dans sa voix. « Je vais avoir une vie, Julian. Une vraie, pleine de chaleur, avec des gens qui me choisissent et que je choisis. Je vais être heureuse. J'ai décidé cela aussi. Et il n'y a pas de place dans cette vie pour vous. Il n'y a pas de colère non plus. J'ai déposé cela, comme je vous l'ai dit, mais il n'y a pas de place. Vous devrez trouver votre propre chemin hors de l'obscurité. Ce n'est pas à moi de l'éclairer. » Et sur ce, elle se tourna pour partir. Charlotte. Sa voix l'arrêta à la porte. Pas autoritaire comme elle l'aurait été autrefois, mais suppliante, petite. La maison, les dettes. « Sans votre fortune, je perdrai tout. Wexcombe, mon nom, tout. Je suis ruinée. » Elle se retourna vers lui, et sur son visage, il n'y avait ni triomphe ni pitié, mais seulement une justice claire et finale. « Oui, dit-elle simplement, vous l'êtes, mais vous étiez ruiné bien avant que je n'arrive, Julian. Vous étiez ruiné le jour où vous avez décidé que les autres étaient des choses à enjamber. Les dettes sont simplement arrivées à échéance un peu plus tard que le reste. » Elle soutint son regard un dernier instant. « Au revoir, j'espère que vous trouverez votre chemin. Je ne penserai pas à savoir si vous y parvenez. » Et Charlotte, duchesse de Wexcombe, bientôt Charlotte, sans aucun titre, et plus heureuse que jamais de l'être, sortit de ce salon froid, de ce mariage froid, et de cette maison froide, la tête haute, le pas assuré. Et elle ne se retourna plus. Derrière la porte, la duchesse douairière de Cranley attendait, comme elle l'avait promis. Elle ne dit rien. Elle ouvrit seulement ses bras, et Charlotte y entra. Et la vieille femme la serra fort, férocement. Et par-dessus l'épaule de la jeune fille, elle jeta un dernier regard dans le salon, un regard sur l'homme brisé, seul près de son foyer froid, dans sa maison hypothéquée. Puis elle lui tourna le dos pour toujours, et emmena sa filleule vers la lumière de la porte ouverte. Le docteur Merrick attendait dans le hall. On ne lui avait pas demandé d'attendre. Il était simplement venu ce matin-là, comme il était venu chaque matin. Et quand il avait compris ce qui se passait derrière les portes du salon, il n'avait pas pu se résoudre à partir. Alors il se tenait là, tournant son chapeau dans ses mains, un homme simple et grisonnant dans un simple habit sombre. Et quand Charlotte descendit le hall au bras de sa marraine, libre enfin, le visage humide et brillant, il leva les yeux vers elle. Et tout ce qu'il n'avait jamais osé dire était écrit clairement sur son visage honnête. Charlotte s'arrêta devant lui. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. « Vous avez attendu, dit-elle. »« Oui, dit le docteur Merrick. Oui. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas m'immiscer. J'ai seulement découvert que je ne pouvais pas partir. » Il déglutit.
Êtes-vous, pardonnez-moi, allez-vous bien? Et Charlotte rit, un vrai rire, chaleureux, brillant, et plein d'une vie qui avait failli s'éteindre sur un sol froid, et qui était revenue flamboyante à la place. Et elle prit le bras de l'homme simple et grisonnant, là, dans le grand hall de Wexcombe, devant sa marraine et Madame Fenwick et Dieu et tout le monde. « Oui, dit-elle, savez-vous, je crois que oui. Je vais très bien, en effet. » Et les trois, la féroce vieille duchesse, la jeune fille guérie et le bon docteur grisonnant, qui ne l'avait jamais, en toutes ces longues semaines, regardé comme autre chose qu'une personne de valeur, sortirent ensemble, par la grande porte de Wexcombe Hall, dans le chaud matin de printemps, et laissèrent la maison froide et l'homme froid derrière eux. Derrière eux, dans le salon vide, Julian, duc de Wexcombe, se tenait enfin seul avec la ruine qu'il avait créée. Et il écouta le son des roues du carrosse s'éloigner sur l'allée. Le son même qui avait annoncé sa perte il y a 3 mois, une éternité. Jusqu'à ce qu'il s'estompe complètement et qu'il ne reste plus que le silence, le froid et le long vide résonnant de tout ce qu'il avait jeté. 1 an plus tard, par un doux matin vert au début de l'été, il y eut un mariage dans une petite église en pierre à la campagne. Et ce fut, de l'avis de tous ceux qui étaient présents, le mariage le plus heureux qu'ils aient jamais vu. Ce n'était pas une grande affaire. Il n'y avait pas de foule d'étrangers titrés, pas de hall de marbre froid, pas de splendeur hypothéquée achetée à crédit. Il y avait une petite église de campagne, très vieille et très belle, avec la lumière du soleil entrant à flot par ses fenêtres étroites et des fleurs sauvages rassemblées dans chaque coin. Et il y avait peut-être 30 personnes sur les bancs. Mais chacune de ces 30 personnes était là parce qu'elle aimait la mariée ou le marié, ou les deux, et était venue le cœur entier et joyeux. Et cela, comme le fit remarquer la duchesse douairière de Cranley à Madame Fenwick en attendant la mariée, valait plus que 300 invités à la mode qui ne se seraient pas souciés que vous viviez ou mouriez. « C'est bien vrai, votre grâce, » dit Madame Fenwick, s'épongeant les yeux avec un mouchoir déjà bien trempé. « Oh, c'est bien vrai. Si vous l'aviez vu il y a 1 an, votre grâce, non, pardonnez-moi, vous l'avez vu. Vous savez, vous avez vu, et la voir maintenant, je sais, dit doucement la douairière. Je sais, ma bonne femme. Maintenant, séchez vos yeux, ou vous allez me faire pleurer, et j'ai une réputation à tenir. » Mais ses propres yeux étaient étrangement brillants, car le changement chez Charlotte au cours de cette seule année avait été une chose merveilleuse. La jeune fille mourante et émaciée, qui avait gisé sur un sol froid, avait si complètement disparu qu'il était difficile maintenant de croire qu'elle avait jamais existé. À sa place se trouvait une jeune femme en pleine santé et bonheur. Ses joues roses, ses yeux brillants, sa silhouette forte et arrondie, là où elle n'avait été que des os pointus et de l'ombre. Elle riait facilement maintenant, et souvent. Elle montait à cheval le matin comme elle aimait le faire quand elle était jeune fille. Elle avait de nouveau son propre jardin, comme sa mère, et elle en revenait sans cesse avec de la terre sur les mains et des fleurs dans les bras, le visage tourné vers le soleil. Elle était, en bref, revenue pleinement à la vie. Et plus que cela, elle avait grandi dans une vie plus grande, plus chaleureuse et plus libre que toutes celles qu'elle avait connues, même avant le début de ses ennuis. Elle avait un foyer maintenant, un vrai, avec sa fortune enfin restituée entre ses mains, et les sages conseils de sa marraine pour la guider. Charlotte avait acheté un beau vieux manoir dans un comté vert et doux, pas grandiose et froid comme Wexcombe, mais chaleureux, lumineux et plein de lumière. Une maison où les gens riaient dans les couloirs, où les feux étaient toujours allumés et où personne n'était jamais laissé seul et indésirable dans une pièce sombre. Elle l'avait remplie de bonnes personnes. Elle en avait fait, tout à fait délibérément et de tout son cœur, l'opposé même de la maison où elle avait failli mourir. Et elle en avait fait un foyer, avant tout, avec l'homme qui l'attendait maintenant au premier rang de la petite église, tournant son chapeau dans ses mains par pure nervosité, bien qu'il ait depuis longtemps cessé d'être un homme nerveux. Le Dr. Merrick, le simple, grisonnant, gentil Dr. Merrick, l'avait courtisé lentement et doucement au cours de cette année, sans aucune hâte, la laissant venir à lui en son temps, sans jamais la presser, sans jamais lui faire sentir qu'elle lui devait la moindre chose. Il avait continué son travail, soignant les malades du comté, riches et pauvres, ne lui demandant rien. Et Charlotte, qui avait passé toute sa vie à n'être désirée que pour ce qu'elle pouvait donner, une dette à régler, une fortune à saisir, avait trouvé en cet homme bon, qui ne voulait que sa compagnie,
et ne demandait rien d'autre, quelque chose qu'elle n'avait jamais eu de toute sa vie. La certitude simple, stable et sans éclat d'être vraiment et sûrement aimée. Quand il lui avait enfin demandé de l'épouser, en hésitant, en rougissant, tout à fait sûr qu'elle dirait non, tout à fait incapable de croire qu'une femme d'une telle fortune regarderait 2 fois un médecin de campagne, elle avait ri et pleuré, et dit oui avant même qu'il ait fini la question. « Tu en es certaine ?» avait-il demandé, osant à peine y croire. « Charlotte, tu pourrais avoir n'importe quel homme en Angleterre. Un lord, un duc, même un vrai cette fois. Tu as une fortune, un nom, les relations de ta marraine, le monde entier t'est ouvert, et je ne suis que... Vous n'êtes que la première personne de toute ma vie, avait-elle dit, prenant son visage simple et gentil entre ses 2 mains, qui m'a jamais regardé et a vu une personne au lieu d'un prix. Vous vous êtes assis près de mon lit quand je n'étais rien et personne, et que je mourais. Et vous m'avez parlé comme si j'avais de l'importance quand pas une seule âme dans cette maison ne le croyait. Imaginez-vous que j'échangerais cela contre un duc. Elle l'avait embrassé alors, pour régler la question. J'ai eu un duc, Nathaniel. Je n'en prendrai pas un autre même s'il le dorait. Je vous aurai, vous ou personne. Et donc par ce doux matin d'été vert, elle lut. Elle remonta l'allée au bras de la duchesse douairière de Cranley, car il n'y avait personne au monde que Charlotte aurait préféré pour la donner en mariage. Et la vieille femme avait déclaré qu'elle se fichait éperdument que ce ne soit pas conventionnel. Elle avait cherché cette jeune fille dans la moitié de l'Angleterre, et ce serait elle qui la conduirait à son bonheur, où elle en connaîtrait la raison. Et toute la petite église se tourna pour la voir arriver, rayonnante dans la lumière de l'été. Et au premier rang de l'église, le docteur Merrick leva les yeux et la vit. Et son visage simple et grisonnant fut transformé par un tel regard de joie pure et incrédule, que la moitié de la congrégation se mit à pleurer sur le champ. Ils se marièrent sous les fenêtres ensoleillées, parmi les fleurs sauvages. Et quand ce fut fait, et que Nathaniel Merrick embrassa sa mariée, la petite église résonna d'un bruit si joyeux que ces vieilles pierres n'en avaient pas entendu de pareil depuis 100 ans. Il y eut de la danse sur la pelouse ensuite, et une longue table dressée sous les arbres. Et Madame Fenwick, qui avait quitté le service froid de Wexcombe pour toujours pour tenir la maison de sa maîtresse bien-aimée dans sa nouvelle demeure chaleureuse, et considérait cela comme la meilleure affaire de sa vie, pleura joyeusement à chaque plat. La duchesse douairière de Cranley, qui n'avait pas dansé depuis 20 ans, dansa 2 fois, et déclara qu'elle pourrait en faire une habitude. Et Charlotte se déplaçait à travers tout cela, la main de son nouveau mari dans la sienne, chaleureuse, vivante, aimée et libre. Et si elle pensait du tout à la maison froide et à l'homme froid qu'elle avait laissé derrière elle 1 an auparavant, ce n'était que pour un instant, et seulement avec une paix lointaine et lucide, de la manière dont on pense à un mauvais hiver passé depuis longtemps. Quant aux autres, car chaque histoire doit rendre compte de tous ses personnages et voir la justice pleinement rendue. Lady Vesey, qui n'avait jamais été Lady Vesey du tout, ne s'en sortit pas bien. Tout le poids de la loi s'abattit sur elle, et la duchesse douairière de Cranley veilla personnellement à ce qu'il ne se lève pas. La longue traînée grise de ses empoisonnements, le marchand de Bristol, le veuf de Bath, la vieille demoiselle solitaire, et Dieu seul sait combien d'autres, fut enfin mise à nu, nom par nom, tombe par tombe, et il n'y avait aucun charme au monde, ni aucune beauté non plus, qui puisse se sortir d'une montagne de preuves si noires. Elle fut jugée, condamnée, et envoyée dans un endroit froid, très loin de tout salon, table de dîner ou âme solitaire avec une fortune. Et elle ne dérangerait plus jamais aucune personne de bien. Elle avait promis à la douairière qu'il y aurait toujours une autre maison, toujours un autre imbécile. Elle avait eu tort. Il n'y aurait plus de maison pour elle. Il n'y aurait qu'une petite cellule grise, beaucoup de temps, et la compagnie amère de son propre cœur vide. Ce qui était peut-être la justice la plus vraie de toutes pour une femme qui n'avait jamais de sa vie aimé autre chose que l'argent. Et Julian, duc de Wexcombe, Julian perdit tout, exactement comme il l'avait prévu. Sans la fortune de Charlotte, il ne restait plus rien pour retenir la marée de dettes. Et elle arriva enfin et engloutit tout. Wexcombe Hall, la grande maison froide, les terres hypothéquées, l'argenterie empruntée, toute la magnifique coquille pourrissante du nom de Wexcombe, fut vendue pièce par pièce pour satisfaire ses créanciers. Les tableaux partirent, et les chevaux, et les beaux habits sombres, et finalement la maison elle-même,
L'ancien siège de sa famille depuis 300 ans passa entre les mains d'étrangers. Le dernier duc de Wexcombe en sortit avec à peine plus que ce sur quoi il avait un jour si nonchalamment marché. Il ne sombra pas dans la ruine totale. La douairière, qui était juste et qui avait aimé son père autrefois, veilla discrètement à ce qu'il ne soit pas laissé à mourir de faim dans un fossé, bien qu'elle l'ait fait pour le père mort et non pour le fils vivant. Et Julian ne sut jamais de quelle main il s'agissait. Il vécut, à la fin, une vie petite, tranquille et très réduite, dans un modeste appartement d'une ville modeste, avec un revenu modeste, sous un grand nom qui ne signifiait plus rien du tout. Et il eut, comme Charlotte lui avait dit qu'il aurait, beaucoup de temps pour réfléchir. S'il devint un homme meilleur dans cette longue vie tranquille et réduite, l'histoire ne le dit pas vraiment. Car Charlotte ne se donna jamais la peine de le découvrir, exactement comme elle l'avait promis. Et nous ne le ferons donc pas non plus. Peut-être le devint-il. Peut-être que, dépouillé de tout ce qui l'avait conduit à être si froid et négligent, l'argent, le nom, la maison, le coussin sans fin de privilèges qui lui avait permis de marcher sur les autres êtres humains toute sa vie, peut-être apprit-il, trop tard pour que cela lui soit utile, quelque chose de ce que c'était que d'être petit, indésirable et ignoré. Peut-être que dans les longues soirées de sa vie diminuée, il pensa à une jeune fille sur un sol froid et comprit enfin, jusqu'au fond, ce qu'il avait jeté. On espère plutôt qu'il le fit. Ce serait dommage de tant souffrir et de ne rien apprendre. Mais il l'apprit seul, quoi qu'il ait appris. Telle fut la forme de sa justice. Pas une cellule, pas un échafaud, mais simplement ceci. Être laissé entièrement seul dans le froid et le silence, sans personne à blâmer, sans personne à enjamber, et sans personne au monde qui pensait à lui. Il avait fait une maison sans amour. Et à la fin, c'est la maison dans laquelle il fut laissé à vivre pour le reste de ses jours. Et Charlotte ne pensa jamais à lui. C'était, en fin de compte, la justice la plus complète de toutes. Pas la haine. La haine aurait été une sorte de lien, une chaîne la liant encore à lui. Elle l'oublia simplement, totalement, joyeusement. Il avait voulu une femme à laquelle il n'aurait jamais besoin de penser, il y a longtemps. À la fin, il obtint son vœu de l'autre côté. Une femme qui ne pensait jamais à lui, car Charlotte était bien trop occupée à être heureuse. Les années qui suivirent furent bonnes, les meilleures de sa vie, et elles ne firent que s'améliorer. La maison chaleureuse et lumineuse se remplit avec le temps d'enfants qui couraient en riant dans des couloirs toujours chauds, et qui ne furent jamais, pas une seule heure, froids, solitaires ou sombres. Le docteur Merrick continua son bon travail, et Charlotte l'accompagnait souvent maintenant, car elle avait un don pour réconforter les malades qu'elle avait appris, disait-elle, à la dure, de l'intérieur. La duchesse douairière de Cranley, féroce et bien-aimée, fut la grand-mère de tous en tout sauf le nom, gâta les enfants outrageusement et vécut, par pure force de volonté, tout le monde en convenait, jusqu'à un âge avancé, formidable et triomphant. Assez longtemps pour voir la jeune fille qu'elle avait sauvée grandir glorieusement, indubitablement, définitivement heureuse. Et par les douces soirées d'été, parfois, Charlotte s'asseyait dans son propre jardin, de la terre sur les mains, les fleurs de sa mère tout autour d'elle, la main de son mari dans la sienne, et les voix de ses enfants flottant à travers la verdure. Et elle tournait son visage vers le dernier soleil, le sentait chaud sur sa peau, et se souvenait, juste un instant, juste assez longtemps pour connaître le poids doux et plein de ce qu'elle avait un jour gisait mourante et indésirable, sur un sol froid dans une maison froide, sans personne au monde pour venir la chercher. Et puis quelqu'un avait frappé à la porte. Et tout, absolument tout, avait changé. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Dites-nous depuis quelle ville vous nous regardez et ce que l'histoire vous a fait ressentir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.